Je suis tombé par terre avant même d'atteindre la scène. Un instant, j'avançais vers l'obtention de mon master. L'instant d'après, je fixais les lumières du plafond tandis que les voix devenaient floues autour de moi. Les médecins ont appelé mes parents. Ils ne sont jamais venus. Allongé aux urgences, encore dans ma toge, mon téléphone s'est allumé avec une mention de ma sœur. Une photo souriante dans le jardin, avec la légende « Journée en famille sans les drames ». Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Quelques jours plus tard, toujours branché à des machines, j'ai enfin déverrouillé mon téléphone. Et ce que j'ai vu m'a fait réaliser que m'effondrer n'était pas le pire de cette journée. Je m'appelle Chloé Dubois, et j'ai appris très tôt que dans ma famille, l'amour était soumis à des conditions que je n'avais jamais acceptées. J'ai grandi dans un petit quartier de Normandie où les porches brillaient d'une lueur chaude la nuit, et où chaque fête semblait digne d'une carte postale de l'extérieur. À l'intérieur de notre maison, cependant, j'avais toujours l'impression de marcher dans un courant d'air que personne d'autre ne semblait remarquer. Ma mère, Sylvie, avait bâti son monde autour de ma sœur cadette, Camille. Elle la qualifiait de « délicate », de « sensible », de quelqu'un qui avait juste besoin d'un petit plus. Mon père, Alain, avait son propre scénario pour moi. « Chloé, tu es la personne fiable. Tu es plus forte que la plupart des gens. » Il le disait comme un compliment, mais cela ressemblait à une description de poste pour lequel je n'avais jamais postulé. Chaque fois que quelque chose devait être réparé, résolu ou absorbé en silence, cela atterrissait à mes pieds. Je me souviens d'attacher les cheveux de Camille pour l'école parce que maman était encore en retard. Je me souviens d'avoir endossé la responsabilité d'un vase brisé parce que Camille pleurait plus vite que je ne pouvais m'expliquer. Ces anniversaires étaient de véritables productions, bannières roses, cupcakes, 20 enfants dans le jardin. Les miens étaient des événements discrets avec un petit gâteau sur une assiette en carton, une promesse qu'ils étaient trop fatigués pour tenir. Nous fêterons ça correctement l'année prochaine. L'année prochaine n'est jamais arrivée. Un hiver, alors que j'avais une fièvre si forte que la pièce tournait, j'ai attendu sur le canapé que quelqu'un vienne s'asseoir avec moi. Au lieu de cela, maman a aidé Camille à enfiler son costume de récital et papa m'a demandé d'être bonne joueuse pendant qu'il se dépêchait de sortir. La maison s'est assombrie à la tombée de la nuit, et je suis resté allongé là, à écouter le cliquetis du chauffage, essayant de ne pas pleurer, car je savais déjà que personne ne m'entendrait. C'était le rythme de mon enfance, Camille recevait de la douceur, moi des attentes, et quelque part dans ce rythme, j'ai appris à assimiler le silence à la force. Partir pour l'université à Lyon, c'était comme entrer dans un air qui bougeait vraiment. J'ai cumulé 2 emplois, étudié tard le soir, et pour la première fois, je me suis construit une vie qui m'appartenait. Pourtant, les appels de la maison me suivaient comme une longue ombre. Nous sommes en retard sur la facture d'électricité. La carte de Camille est au maximum. Ta sœur a besoin d'aide ce mois-ci. Et chaque fois, j'envoyais ce que je pouvais, parfois ce que je ne pouvais pas, parce que cette vieille phrase, « tu es forte », vivait encore sous ma peau, me chuchotant que mes besoins passaient en dernier. Lyon m'a aussi fait rencontrer des gens qui remarquaient des choses que ma famille n'avait jamais vues. Léa, la collègue qui me tendait une tasse de soupe en me disant d'arrêter de m'excuser d'être fatigué, Marc, qui fronçait les sourcils quand je vacillais pendant un changement d'équipe, et le docteur Bernard, qui n'a pas eu besoin de plus de 2 phrases de ma part pour dire « vous portez trop de choses ». Beaucoup trop. Mais même avec tout cela, j'ai continué. J'ai continué à m'épuiser. Je n'arrêtais pas de promettre que je me reposerais après mon diplôme, après un autre service, après que les choses se seraient calmées. Je ne réalisais pas que j'allais droit vers un point de rupture. Pas avant le jour où mon corps a finalement choisi pour moi. Les mois précédant la remise des diplômes, j'avais l'impression de vivre dans un étau qui se resserrait. Chaque journée commençait avant le lever du soleil et se terminait bien après que le dernier train soit passé en grondant devant les fenêtres de mon appartement. Je travaillais à plein temps à l'hôpital, prenais des services le week-end au café, et je casais mes cours de master dans les bribes de temps qu'il me restait. Les gens me disaient que j'étais impressionnante. Je ne me sentais pas impressionnante. Je me sentais comme une bougie qui brûle par les 2 bouts. Les problèmes à la maison n'ont pas ralenti pour s'adapter à mon rythme. Ils se sont accélérés. Maman a appelé la première. Nous sommes à court pour la facture d'eau ce mois-ci. Les heures de ton père ont été réduites. Quelques jours plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Camille. J'ai tout gâché, Chloé. Mon loyer est en retard. Tu peux le couvrir juste pour cette fois.
Ce n'était jamais, une fois. Puis il y a eu une réparation de voiture, un paiement, une carte de crédit au maximum, une autre urgence, toujours urgente, atterrissant toujours sur mes épaules. Certaines nuits, je tenais mon téléphone et je fixais le solde de mon compte bancaire, sentant les chiffres m'écraser. Mais j'appuyais toujours sur « transférer ». Cette même vieille culpabilité, « tu es forte, Chloé », empêchait mon doigt de jamais dire non. Mon corps a essayé de m'avertir que quelque chose n'allait pas. De petits avertissements au début, un tremblement dans mes mains en notant les dossiers des patients, une vague de vertige quand je me levais trop vite, une pression dans ma poitrine après un service de 12 heures. J'ai accusé le café. J'ai accusé le stress. J'ai accusé tout sauf la vérité, j'étais sur les réserves. Léa l'a remarqué avant moi. « Chloé, ça va ? Tu as l'air pâle. »« Je suis juste fatigué, » ai-je dit. Ce n'était pas un mensonge. Ce n'était juste pas toute la vérité. Un soir, après un double service brutal, je me suis effondré sur la chaise de la salle de pause et j'ai vérifié mon téléphone. Une notification a clignoté sur l'écran, une mention de Camille. J'ai appuyé dessus, m'attendant à un mème ou à quelque chose d'anodin. Au lieu de cela, c'était une photo de toute ma famille réunie autour d'un barbecue dans notre jardin, des assiettes de nourriture, des visages rieurs, la lumière du soleil réchauffant la peau de chacun. La légende disait « journée en famille sans les drames ». J'ai senti quelque chose en moi s'affaisser comme un plancher qui cède. Pas de la colère, pas encore. Juste une douleur froide et creuse. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas demandé pourquoi elle m'avait mentionné. J'ai simplement éteint mon écran et j'ai appuyé mon pouce sur le bord de la table jusqu'à ce que ça fasse mal. Plus tard dans la nuit, en rentrant chez moi, le monde a basculé. Le trottoir ondulait sous mes pieds. Je me suis agrippé à une rampe et j'ai attendu que le vertige passe. Mon pouls martelait dans mes oreilles. Je me suis dit que c'était l'épuisement. Je me suis dit de continuer. Je me suis dit que tout irait bien après la remise des diplômes. Mais il y a eu un autre signe, un qui est resté avec moi. Je notais les signes vitaux aux urgences quand la pièce est devenue floue. J'ai cligné des yeux avec force, mais les chiffres sur l'écran ont doublé, puis triplé. Marc m'a touché légèrement le bras. « Chloé, tu dois t'asseoir. »« Je vais bien », ai-je murmuré. Ce n'était pas le cas. J'ai continué à forcer. J'ai continué à ignorer les signaux. Je n'arrêtais pas de me promettre juste une semaine de plus, un service de plus, un devoir de plus, une facture d'urgence de plus. Je ne le savais pas à l'époque, mais je faisais le décompte jusqu'au moment où tout en moi finirait par craquer. Le matin de ma remise de diplôme semblait irréel, comme si je me déplaçais dans un monde de verre. Lyon était lumineuse et nette ce jour-là, la lumière du soleil se reflétant sur les bâtiments du campus, des bannières flottant au vent, des familles se pressant sur la pelouse avec des ballons et des fleurs. Tout le monde avait l'air vivant, excité, entier. Je me suis dit que j'allais bien. J'ai souri quand des camarades de classe m'ont fait signe. J'ai ajusté ma toge même si mes mains tremblaient. Mon cœur battait trop vite, trop fort, comme s'il essayait de m'avertir de quelque chose que je refusais d'entendre. J'ai vérifié mon téléphone pour un message de la maison. Rien. Quand la cérémonie a commencé, la voix du doyen a résonné à travers le terrain. Les diplômés se sont levés rangée par rangée, marchant vers la scène sous des applaudissements qui roulaient comme une vague. Je n'arrêtais pas de balayer les gradins du regard gauche, droite, rangée du haut, rangée du bas à la recherche de ma famille. Il y avait des sièges vides, mais pas pour moi. Les miens n'avaient jamais été destinés à être occupés. Puis, soudain, une vibration dans ma poche. Un texto de maman. Il y a beaucoup de circulation. On arrive bientôt. Un autre, quelques secondes plus tard. Vas-y. On te rattrapera. J'ai rangé mon téléphone, faisant semblant que ça ne piquait pas, Chloé Dubois. Mon nom a flotté à travers les haut-parleurs. Je me suis levé. Mes genoux ont flageolé. Les lumières de la scène sont devenues floues. J'ai forcé mes pieds à avancer un pas, deux jusqu'à ce que le monde bascule brusquement sur le côté. Un rugissement a rempli mes oreilles. L'herbe, les chaises, les visages tout a tourbillonné. Je me suis effondré avant d'atteindre la première marche. Des halètements ont éclaté. Des pas se sont précipités vers moi. Quelqu'un a crié à l'aide. Un froid a rampé sur mes doigts alors que la sensation s'échappait. Puis, plus rien. Quand je me suis réveillé,
une odeur d'antiseptique a rempli mes poumons. Des machines émettaient des bips à des rythmes lents et réguliers. Une couverture chaude reposait sur mes jambes, et une aiguille de perfusion tirait sur mon bras. Le plafond des urgences est devenu net tandis que des voix murmuraient autour de moi. Le docteur Lefebvre s'est penché. « Chloé, vous vous êtes évanouie à cause d'un épuisement sévère. Stress, déshydratation, surmenage cardiaque. Vous avez poussé votre corps trop loin. Vous avez de la chance de ne pas vous être effondré quelque part seul. » Ces mots ne m'ont pas effrayé. Ils ont confirmé quelque chose que j'avais essayé de fuir. Mes parents sont venus? Ai-je murmuré. Il a hésité juste assez longtemps pour tout me dire. Nous les avons appelés plusieurs fois, laissé des messages. Personne n'est arrivé. Le silence a englouti la pièce. Pas le genre de silence douloureux, mais le genre révélateur. Des heures plus tard, quand mes mains ont enfin cessé de trembler, j'ai attrapé mon téléphone. C'était là, une nouvelle notification. Camille m'avait mentionné sur une photo. Mon souffle s'est coupé en l'ouvrant. Ma famille se tenait autour du barbecue dans notre jardin, riant, tenant des assiettes remplies de nourriture, Camille au centre, tout sourire. La légende, journée en famille sans les drames. J'ai fixé la photo jusqu'à ce que ma poitrine se serre à nouveau. Pas à cause de mon état, mais à cause de la clarté. Il n'avait pas manqué ma cérémonie. Ils n'étaient pas coincés dans les embouteillages. Ils avaient choisi de ne pas venir. Une expiration lente et contrôlée a quitté mon corps. Pour la première fois, ce n'était pas par résignation. C'était le début de quelque chose qui changeait, de quelque chose qui se fissurait. Et pourtant, le vrai point de rupture n'était pas encore arrivé. Pas encore. Pas avant plusieurs jours plus tard, alors que mes forces me manquaient encore et que mon téléphone s'est allumé avec 75 appels manqués de la maison. La première chose que j'ai remarquée, c'est la vibration, douce au début, puis un bourdonnement incessant contre la table de chevet en métal, comme si elle essayait de réveiller la pièce. Je n'étais rentré de l'hôpital que depuis quelques heures, encore pâle, encore prise de vertige, me déplaçant encore comme quelqu'un dont le corps ne lui faisait plus entièrement confiance. La lumière du soir de Lyon filtrait à travers mes stores, douce et dorée, effleurant la pile de papier de sortie à côté de mon lit. BZZ, BZZ, BZZ. Je l'ai ignoré jusqu'à ce que cela devienne impossible. Quand j'ai finalement attrapé mon téléphone, l'écran m'a presque aveuglé. 75 appels manqués. Maman, papa, maison, Camille. Encore et encore, comme une incantation. Mon estomac s'est noué. Pas de peur, pas de culpabilité, quelque chose de plus froid. Je n'ai pas rappelé. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai fait défiler. Les messages se sont chargés par vagues. Pourquoi tu ne réponds pas? C'est sérieux. Chloé, décroche. Tu ne peux pas juste disparaître. On a besoin de toi maintenant. Camille a des problèmes. J'ai expiré lentement. Bien sûr, c'était à propos de Camille. C'était toujours à propos de Camille. Mais quand j'ai atteint les messages précédents, la vérité est devenue plus tranchante. Il n'avait pas essayé de me contacter pendant mon effondrement, ni pendant mon séjour aux urgences, ni pendant le silence qui a suivi. Non, ils ne s'en sont souciés qu'une fois que leur problème a frappé à ma porte. J'ai fait défiler plus loin. Une photo de papa, une capture d'écran d'un avis bancaire, une autre de papier flou. Des factures, des paiements, un prêt. Un gros prêt. Mes yeux se sont figés. Mon nom était dessus. Ma signature. Sauf que ce n'était pas la mienne, pas ma façon de signer, pas les courbes que je contrôlais. Un scan. Un ancien, celui que j'avais utilisé des années auparavant sur un formulaire de location à la maison. Il l'avait copié. J'ai senti mon souffle se couper. Mais au lieu de la panique, quelque chose d'étonnamment stable est monté en moi. Ils avaient falsifié mon nom. Et maintenant, la banque voulait ma confirmation. Sans elle, le prêt retomberait sur eux. Leurs biens, leurs comptes, leur désordre. Et ils le savaient. C'est pourquoi ils appelaient. À ce moment-là, je n'étais pas leur fille. J'étais un moyen de pression. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai envoyé un texto à une seule personne. Peux-tu venir? J'ai besoin de toi. 20 minutes plus tard,
Léa est entrée dans mon appartement avec une soupe à emporter et le genre de présence qui stabilise un monde qui s'effondre. Ses yeux ont scanné mon visage, ma posture, mes mains tremblantes. Que s'est-il passé? Je lui ai tendu mon téléphone. Elle a lu en silence. Sa mâchoire s'est crispée. Chloé, c'est grave. Ils ne peuvent pas te faire ça. C'est de la fraude. Le mot m'a frappé comme une cloche, claire, indéniable. Fraude. La chose que j'avais été trop conditionné pour nommer. Léa s'est assise sur le bord de mon lit. On ne va pas les laisser te piéger à nouveau. Pas cette fois. Elle m'a aidé à ouvrir mon ordinateur portable. Nous avons examiné les messages, les papiers, la chronologie. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas défendu ma famille, ni ne les ai excusés, ni rationalisés. Pour la première fois, j'ai laissé la vérité s'imposer. Ils m'ont utilisé, ai-je murmuré. Ils l'ont toujours fait, a répondu doucement Léa. Plus tard dans la nuit, encore faible, encore endolorie, j'ai participé à un appel vidéo avec un avocat financier qu'elle m'avait recommandé. Je tenais mon téléphone à deux mains pour qu'il ne tremble pas. Quand il a vu les documents, il a soupiré lourdement. C'est une utilisation non autorisée de vos informations. Vous ne leur devez pas un seul euro. Ce qu'ils ont fait est illégal. Illégal. C'était dit. Froid et brutal. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine se desserrer, comme un poing qui s'ouvre enfin. L'avocat m'a expliqué mes options, les étapes, les protections des limites que je ne savais pas que j'avais le droit d'avoir. Puis il a dit, s'ils vous contactent à nouveau, dites-leur que vous êtes au courant de la falsification et que vous ne participerez pas. Ces mots m'ont terrifié et libéré. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté assise là, entourée de silence et d'un air nouveau. Léa m'a serré la main. Tu n'es pas seule. Pour la première fois, je l'ai cru. Le lendemain matin, le soleil à peine levé, mon téléphone a de nouveau sonné. Le numéro de mes parents. Léa m'a fait un signe de tête. Haut-parleur. J'ai répondu. La voix de maman a explosé dans le téléphone. Chloé, enfin. As-tu la moindre idée à quel point nous avons été stressés? Pourquoi n'as-tu pas répondu? Je me suis adossé au canapé, calmant ma respiration. J'étais à l'hôpital, ai-je dit calmement. Un temps. Silence. Puis maman s'est raclé la gorge. Eh bien, oui, mais Camille est en pleine crise, et nous avons besoin que tu te concentres. Voilà. La vérité, dévoilée. La voix de papa a retenti ensuite. Tu dois appeler la banque aujourd'hui. Ils ne veulent pas nous parler sans toi. L'avenir de ta sœur est en jeu, je n'ai pas bronché. Papa, tu as utilisé ma signature sans ma permission. Une longue pause suffocante. Maman est intervenue. On l'a fait seulement parce que tu es responsable. Tu peux mieux gérer ça que Camille. Arrête de faire des histoires. Les yeux de Léa se sont écarquillés à ce mot. Histoire. Le même mot que Camille avait utilisé dans la légende de sa photo pendant que j'étais aux urgences. J'ai dégluti, mais ma voix est restée stable. Je ne signe rien. Papa a lâché, sec. Pardon? Je ne signe pas, ai-je répété. Je ne couvre pas le prêt. Je ne vais pas arranger ça. Tu dois le faire, a hurlé maman. On pourrait tout perdre. Chloé, pense à ta famille. J'ai fermé les yeux. J'y ai pensé. Toute ma vie. Le ton de papa s'est durci, tranchant comme du métal. Si tu n'aides pas, nous sommes finis. Léa s'est penchée vers moi, chuchotant, dis-le. Et je l'ai fait. J'ai parlé à un avocat. Ce que vous avez fait est illégal. Si vous continuez à me contacter à propos de ce prêt, j'engagerai des poursuites judiciaires. Le silence qui a suivi a semblé sans fond. Puis papa a grondé, tu nous menaces. Je me protège. La voix de maman s'est brisée, passant de la colère à la supplication. Nous avons besoin de toi. S'il te plaît. Il y a un an, cela m'aurait brisé. Maintenant, cela ne faisait que révéler la vérité. Ils n'avaient pas besoin de moi. Ils avaient besoin de ce que je fournissais. J'ai pris une inspiration. J'en ai fini d'être la solution à des problèmes que je n'ai pas créés. J'en ai fini d'être votre filet de sécurité. J'en ai fini d'être la forte pour que Camille n'ait jamais à grandir.
Chloé, a suffoqué maman. Non, ai-je dit. Plus maintenant. Puis j'ai appuyé sur le bouton rouge. L'appel s'est terminé. Net. Définitif. Léa a laissé échapper une expiration tremblante. Tu l'as fait. Mes mains tremblaient, mais pas de peur de libération. Cet après-midi-là, j'ai passé des heures à me retirer de chaque compte, de chaque paiement automatique, de chaque facture partagée. J'ai appelé des entreprises, fermé des accès, réinitialisé des mots de passe, tout documenté. Chaque étape était comme couper un nouveau fil qui m'avait lié à une vie bâtie sur l'obligation. Au coucher du soleil, pour la première fois en 27 ans, j'étais libre. Je me tenais près de ma fenêtre, la ville brillant sous le ciel violet, et j'ai murmuré une vérité qui avait le goût de l'oxygène. Je ne suis plus leur solution. Et tandis que la dernière lumière glissait derrière l'horizon, je savais que cette partie de mon histoire ne concernait pas seulement les conséquences qui les attendaient. C'était le début des conséquences qui prenaient fin pour moi. La guérison n'est pas arrivée comme un miracle. Elle est venue par petites respirations régulières. J'ai continué à suivre une thérapie. J'ai dormi plus que je ne l'avais fait depuis des années. J'ai appris à dire « non » sans que mon cœur s'emballe. Mon corps m'a lentement pardonné tout ce que je l'avais forcé à porter. Des nouvelles de ma famille me sont parvenues par des voisins éloignés. Le prêt a été déclaré en défaut. La banque est intervenue, et Camille a dû faire face aux conséquences juridiques elle-même. Pour une fois, je n'étais pas celle qui réparait les pots cassés. Pendant ce temps, ma vie à Lyon est devenue plus douce. J'ai emménagé dans un petit studio baigné de lumière matinale. J'ai pris un nouveau poste clinique qui valorisait les limites. Léa est devenue mon contact d'urgence, ma vraie famille à tous les égards importants. Un soir, en rentrant chez moi devant des arbres en fleurs, j'ai réalisé que ma poitrine était légère. Je n'attendais pas une autre crise. Je vivais enfin ma propre vie. Je repense parfois à ce jour sur la scène de la remise des diplômes, au moment où mon corps a pris la décision que mon cœur avait trop peur de choisir. Cela m'a forcé à m'arrêter, à voir la vérité, à partir. Et maintenant, debout dans ma propre vie, entouré de gens qui sont présents sans qu'on le leur demande, je comprends quelque chose clairement, se choisir soi-même n'est pas égoïste. C'est de la survie. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, partagez vos pensées dans les commentaires. Et si vous avez déjà reconstruit votre vie à partir de zéro, vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine.